Élodie Dubois ajusta pour la 3e fois la bandoulière de son sac usé, le cuir décoloré marquant des années d'utilisation qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer. La petite main de Léa serrait la sienne avec force, les doigts froids entrelacés, comme si elle craignait de se perdre dans la salle bondée du bistrot élégant. L'odeur de risotto au cèpe et de bœuf grillé planait dans l'air comme une provocation cruelle, faisant protester son estomac vide d'une douleur sourde qu'Élodie ne connaissait que trop bien. C'était le 3e restaurant en cette matinée glaciale de Lyon. Le vent coupant de janvier traversait les interstices des fenêtres, et Élodie sentait le froid pénétrer son manteau fin qui réchauffait à peine sa fille. Elle n'avait rien commandé dans aucun des lieux, juste utilisé les toilettes, feignant de chercher une table, répétant une retraite digne lorsque les regards des serveurs devenaient trop insistants. « Maman, ça fait mal », murmura Léa, sa petite voix presque perdue dans le brouhaha des conversations alentour. Élodie savait que ce n'était pas seulement son estomac qui souffrait. C'était l'humiliation de passer devant des vitrines remplies sans pouvoir toucher à quoi que ce soit, de sentir l'arôme de la nourriture sans pouvoir la goûter, d'exister dans un monde qui semblait fait pour leur rappeler constamment ce qu'elle n'avait pas. Le fracas des couverts contre les assiettes de porcelaine résonnait comme une symphonie moqueuse. Des familles riaient, des couples conversaient à voix basse, des cadres supérieurs tapaient sur leurs ordinateurs portables en buvant leur café. Tout le monde avait sa place ici, sauf elle. Élodie répétait déjà mentalement la retraite, quelques pas de plus jusqu'aux toilettes. Un arrêt rapide pour que Léa se rafraîchisse le visage, puis elles sortirent par la porte latérale, comme des ombres, qui n'auraient jamais dû être là. C'est à ce moment qu'elle sentit les doigts de sa fille glisser des siens. Léa s'était arrêtée, son petit corps immobile comme une statue, les yeux bruns hypnotisés par quelque chose à 3 tables de distance. Élodie suivit le regard de sa fille et vit une assiette fumante de risotto crémeux et un filet parfaitement grillé, accompagné de frites dorées scintillant sous la lumière chaude du restaurant. L'homme, assis seul à la table, coupait la viande avec des mouvements précis, son téléphone oublié à côté de l'assiette, tandis qu'il savourait chaque bouchée. « Léa, viens !» demanda Élodie dans un chuchotement urgent, tentant de sauver le peu de dignité qui leur restait. Elle tira doucement le bras de sa fille, mais la petite restait figée, ses grands yeux rivés sur cette vision d'abondance qui semblait venir d'une autre planète. « S'il te plaît, ma fille, allons-nous-en. » Il était trop tard. L'homme leva les yeux de son téléphone, le mouvement décontracté, interrompu par la perception soudaine de la scène. Élodie vit le moment exact où il comprit. Ce n'était pas une simple curiosité enfantine, c'était la faim. Une vraie faim, de celle qui fait qu'une enfant de 7 ans oublie toutes les leçons sur le fait de ne pas fixer les étrangers. Le temps sembla ralentir. Élodie s'attendait au regard de pitié, ou pire, de dégoût. Elle s'attendait à ce qu'il appelle le serveur, qu'il fasse une remarque sur des gens qui ne connaissent pas leur place. Elle préparait déjà ses excuses, elle tirait déjà Léa plus fort. Mais sa voix, quand elle arriva, était calme et dénuée de condescendance. « Vous avez déjà déjeuné ?» Élodie redressa les épaules, levant le menton dans une démonstration de fierté qui lui coûtait plus d'énergie qu'elle n'en avait. « Nous partons », répondit-elle, tentant de revêtir de fermeté ce qui n'était que pur manque d'options. Sa voix sortit plus âpre qu'elle ne l'avait voulu, défensive comme un animal acculé. Léa, avec la franchise dévastatrice de ses 7 ans presque révolus, lâcha « Les frites ont l'air si bonnes ». L'homme sourit, non pas ce sourire de supériorité qu'Élodie connaissait si bien, mais quelque chose de genuin et simple. « Je déteste gaspiller la nourriture », dit-il, gesticulant vers les chaises vides à sa table. « Et manger seul est toujours ennuyeux. Votre compagnie serait la bienvenue. »« Nous n'avons pas besoin de charité », répondit Élodie rapidement, les mots sortant comme des lames. Des années d'humiliation avaient bâti des murs trop hauts pour être abattus par la gentillesse. « Ce n'est pas de la charité », rétorqua-t-il avec la même calme. « C'est du partage. Il y a une différence. » La main froide de Léa serra la sienne, et Élodie entendit la supplique murmurer « Juste un petit peu, maman, s'il te plaît. » Ce fut ce « s'il te plaît » qui la brisa. Pas la faim, pas le froid, pas la fatigue de 3 années à élever seule une fille, après que le père eut décidé que la paternité était un fardeau trop lourd à porter. Ce fut le « s'il te plaît » de sa petite fille, qui méritait tant et demandait si peu.
Par une fissure minime dans le mur de son orgueil, Élodie céda. Elles s'assirent avec des mouvements prudents, comme qui marchent sur un terrain miné. L'homme fit signe au serveur avec naturel. 2 plats supplémentaires, s'il vous plaît, et un jus de fruits rouges pour la petite. Je m'appelle Antoine, dit-il, tendant la main d'abord à Léa, puis à Élodie. La poignée était ferme mais douce, ses mains délicates, celle de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de travailler avec elle pour survivre. Élodie servit Léa avec toute la délicatesse du monde, coupant la viande en petits morceaux, luttant contre sa propre impulsion de manger vite, comme si le plat pouvait être retiré à tout moment. Chaque bouchée de sa fille était observée avec un mélange de soulagement et de honte qui brûlait comme de l'acide dans sa poitrine. Antoine engagea la conversation avec l'habileté de celui qui sait naviguer en eau délicate. Il parla de l'hiver rigoureux, mentionna avec désinvolture qu'il était à Lyon pour affaires, venant de Paris. Il raconta des voyages à Milan et Lisbonne, mais sans le ton d'exhibition qu'Élodie attendait, c'était juste des histoires, des points sur la carte d'une vie qu'elle ne connaîtrait jamais. « Vous êtes riche ?» demanda Léa soudain, sans les filtres que les adultes apprennent à utiliser pour masquer la curiosité. Élodie manqua de s'étouffer. « Léa, on ne pose pas ce genre de questions. » Antoine rit, un rire sincère qui résonna doucement dans le coin du bistrot. « J'ai assez d'argent pour payer les factures, » répondit-il à la fillette. « Mais j'ai déjà été plus riche en d'autres choses. »« Quelles choses ?» insista Léa, sa fourchette suspendue en l'air. « De vrais amis. Du temps à gaspiller un dimanche après-midi. La capacité de m'émouvoir avec une musique. » Il y avait une mélancolie discrète dans sa voix, une ombre qui passa vite mais ne fut pas inaperçue. « L'argent achète beaucoup de choses, ma petite. Mais il n'achète pas les meilleures. » Élodie remarqua comment il détourna le regard en disant cela, comme s'il y avait un endroit en lui qu'il préférait ne pas visiter. Elle reconnut ce genre de douleur, celle que l'on porte en silence, sans la montrer au monde. Quand elles eurent fini de manger, le soulagement sur le visage de Léa valait n'importe quelle humiliation. La fillette était plus bavarde, les yeux brillants tandis qu'elle racontait l'école, le dessin qu'elle avait fait de sa maîtresse. Antoine écoutait avec une attention véritable, posant des questions, riant au bon moment. À la sortie, le vent glacial de Lyon les accueillit avec violence. Les premiers flocons de neige, notables et surprenants même pour un hiver lyonnais rigoureux, commençaient à tomber. « Puis-je vous déposer ?» Antoine demanda, sortant déjà ses clés de sa poche. « Pas la peine, » répondit Élodie par réflexe. Mais les flocons fins lui touchèrent le visage comme de petites aiguilles de glace, et elle regarda le manteau fin de Léa, inapproprié pour ce froid exceptionnel. La distance jusqu'à l'arrêt de bus parut infinie, juste jusqu'à un endroit animé, concéda-t-elle, haïssant chaque mot. La voiture était de celles qu'Élodie ne voyait que dans les magazines, cuir beige, tableau de bord numérique, cette odeur de neuf qui dénonçait un monde complètement différent du sien. Léa passa ses doigts émerveillés sur le siège, les yeux écarquillés comme quelqu'un qui entre dans un vaisseau spatial. Pendant le trajet, la conversation s'écoula avec moins de défensive. Antoine demanda ce qu'Élodie faisait et elle raconta son diplôme de droit inutilisé, ses postes au centre d'appel qui payaient à peine le loyer. Elle parla sans drame, juste des faits, car le drame était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand elles arrivèrent à l'immeuble simple à Vaise, Antoine hésita. Élodie avait déjà la main sur la poignée quand il dit « J'ai une proposition ». Elle se figea. Elle connaissait ce genre de proposition. Elle l'avait déjà entendue, toujours avec le même sous-texte, la même suggestion voilée que des femmes comme elle avaient un prix. « Mon entreprise, Solutions Vertes Innovantes, ouvre une filiale ici à Lyon, » a-t-il poursuivi, et le ton professionnel l'a surprise. « Nous avons besoin de conseils juridiques spécialisés en contrats environnementaux et réglementation. Ce n'est pas un cadeau, c'est un entretien. Avez-vous une formation dans ce domaine ?» Élodie a cligné des yeux, assimilant l'information. « Mon mémoire portait sur la législation environnementale, mais je n'ai pas exercé depuis des années. » Antoine a sorti une carte de la poche de sa veste. « Lundi 14 heures. L'adresse est indiquée ici. Je ne promets rien d'autre qu'une discussion équitable. » Élodie a pris la carte de ses doigts tremblants. Le papier était épais, texturé, avec des lettres dorées en relief. Une affaire de gens importants. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé, la voix menue. « Pourquoi faites-vous ça ?» Antoine est resté silencieux un instant, regardant la neige qui tombait maintenant plus intensément. Parce que parfois,
La vie place des personnes sur notre chemin au moment exact où nous en avons besoin. Nous ne savons pas toujours qui sauve qui. À la maison, avec Léa enfin réchauffée et endormie, Élodie a fait des recherches sur son vieux téléphone portable qui plantait plus qu'il ne fonctionnait. Solution, verte innovante, existait. C'était une grande entreprise. Antoine Leclerc apparaissait sur des photos d'événements corporatifs, toujours avec la même expression sérieuse qu'elle n'avait pas vue au restaurant. Il y avait des interviews sur l'énergie propre, des prix de durabilité, un empire bâti de zéro. Le soulagement de constater que c'était réel s'accompagna d'un autre vertige. Pourquoi elle? Parmi toutes les personnes qui l'auraient pu aider, pourquoi une mère désespérée dans un restaurant? Elle a passé tout le week-end à se préparer. Elle a révisé d'anciens fascicules, lu sur l'entreprise, pratiqué des réponses à d'éventuelles questions. Le dimanche soir, elle a essayé le seul tailleur qu'elle possédait encore. Bleu marine, acheté pour sa remise des diplômes, gardé comme une relique de temps meilleurs. « Tu es jolie, maman », a dit Léa le lundi matin, l'aidant à attacher les cheveux d'Élodie en un chignon qui essayait d'avoir l'air professionnel. « Ce n'est qu'une discussion », a répondu Élodie, plus à elle-même qu'à sa fille. « Ça ne donnera peut-être rien. »« Ça va marcher », a affirmé Léa avec cette certitude que seuls les enfants peuvent avoir. L'homme du restaurant est gentil. Il ne mentirait pas. Le quartier de la Part-Dieu l'a accueilli avec des surfaces de verre qui reflétaient une version d'Élodie qu'elle reconnaissait à peine. Le talon de sa chaussure, retouché au vernis incolore, résonnait sur le marbre importé. La climatisation maintenait une température parfaite qui rendait son blazer approprié au lieu d'être nécessaire. « Madame Dubois ?» a appelé Cécile, la réceptionniste, avec un sourire professionnel. « Monsieur Leclerc vous attend par ici. » Cécile, comme elle s'était présentée, la conduisit à travers des corridors qui ressemblaient plus à des galeries d'art moderne. Quand elles entrèrent dans le bureau d'Antoine, Élodie dut contrôler son expression. La vue panoramique de Lyon s'étendait au-delà des baies vitrées, du sol au plafond. C'était un bureau plus grand que tout son appartement. Antoine était différent dans cet environnement corporatif. Le costume gris anthracite impeccable, la cravate discrète, la posture de celui qui commande sans avoir besoin d'élever la voix. Mais quand il sourit, c'était le même homme que celui du bistrot. « Merci d'être venu », dit-il, lui faisant signe de s'asseoir, non pas sur la chaise devant le bureau, mais sur le canapé à côté. « Un café? De l'eau ?»« De l'eau, s'il vous plaît. » La gorge d'Élodie était sèche comme du papier de verre. Il se servit lui-même, s'asseyant dans le fauteuil à côté avec un dossier à la main. « Vous avez fait des recherches sur l'entreprise ? » « Oui, vous travaillez avec des solutions durables, principalement dans l'énergie solaire et le traitement des déchets. L'expansion vers la région a du sens, compte tenu des incitations fiscales pour les entreprises vertes. » Antoine hocha la tête d'un air approbateur. « Et vous savez pourquoi j'ai besoin de quelqu'un ayant des connaissances en législation environnementale? La réglementation française est complexe. Chaque région a ses particularités, et Lyon a été particulièrement rigoureuse avec les nouveaux projets. Vous avez besoin de quelqu'un qui navigue entre les exigences municipales, régionales et nationales. Vous avez suivi les changements législatifs ?» Élodie hésita. « Pas ces 3 dernières années, mais je peux me mettre à jour rapidement. »« Je connais votre article, » dit soudain Antoine. « Celui que vous avez publié sur la responsabilité environnementale des entreprises. Je l'ai lu ce week-end, c'est brillant. » Élodie sentit son visage chauffer. « Comment avez-vous ?»« Google, » répondit-il simplement. Élodie Dubois, Université Jean Moulin Lyon 3, distinction en droit de l'environnement. Il n'y en a pas beaucoup avec ce profil. L'entretien qui suivit fut technique, stimulant. Antoine l'interrogea sur les contrats, les risques réglementaires, les stratégies de conformité. Élodie répondit avec la précision de quelqu'un qui n'avait pas pratiqué depuis des années, mais n'avait jamais oublié la passion pour ce qu'elle avait étudié. Quand il présenta la proposition formelle, salaire, avantages, horaires flexibles compte tenu qu'elle avait une fille, Élodie dut cligner des yeux plusieurs fois pour s'assurer que les chiffres étaient réels. « Et c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais », réussit-elle à dire. « C'est le juste prix pour le poste. Vous commencez la semaine prochaine, si vous acceptez. Nous aurons une période d'essai de 2 mois, suffisamment de temps pour que vous vous mettiez à jour et pour que nous évaluions si le partenariat fonctionne. » « J'accepte », dit Élodie avant que la peur ne la fasse hésiter.
Oui, j'accepte. Les semaines qui suivirent réorganisèrent sa vie d'une manière qu'Élodie n'aurait jamais imaginé possible. Le travail la mettait au défi intellectuellement, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le premier salaire, soldat des dettes qui la hantaient, répara le chauffage qui n'avait pas fonctionné depuis 2 hivers, acheta la robe jaune que Léa avait vue en vitrine pour son anniversaire. Antoine alternait les voyages entre les filiales, mais lorsqu'il était à Lyon, il maintenait une distance professionnelle prudente. Pourtant, il y avait quelque chose dans les regards qui durait une seconde de plus que nécessaire, dans les questions sur Léa qui venaient chargées d'un intérêt authentique. Ce fut la veille de l'anniversaire de Léa, alors qu'elle travaillait tard sur un contrat complexe de Marseille, que les barrières commencèrent à s'effriter. Antoine apparut dans la pièce, sans sa veste, la cravate desserrée, 2 cafés à la main. « Je pensais que vous seriez encore là », dit-il en lui tendant l'une des tasses. « La date limite est demain matin. » « C'est l'anniversaire de Léa demain, n'est-ce pas ?» Élodie le regarda, surprise. « Comment vous en souvenez-vous ?»« Vous l'avez mentionné la semaine dernière. 7 ans, n'est-ce pas ? C'est un bel âge. » Cette ombre repassa sur son visage. « Ma fille aurait 8 ans maintenant. » Le silence qui suivit fut lourd comme le plomb. Élodie ne savait que dire, mais Antoine continua. « Elle est morte il y a 4 ans. Accident de voiture. Conducteur ivre. Ma femme aussi. » « Antoine, je suis tellement désolé. »« J'ai survécu, » dit-il simplement, mais le mot portait le poids de celui qui se demande si c'était une chance ou une punition. « J'ai travaillé sans relâche depuis. C'était plus facile que de rentrer à la maison. Mais Paris était devenu insupportable. Chaque coin de rue ravivait un souvenir. » Élodie posa la main sur la sienne, un geste impulsif qui la surprit elle-même. « C'est pour ça, Lyon ? » ?»« En partie. L'entreprise avait de toute façon besoin de s'étendre. Mais oui, j'avais besoin de recommencer quelque part où je pourrais respirer. » Il tourna sa main entrelaçant ses doigts dans les siens. « Quand je vous ai vues toutes les deux au restaurant. Léa m'a tellement rappelé Sophia. Pas physiquement, mais son côté curieux, courageux. Et vous ? Moi ? Vous m'avez rappelé qu'il y a de la dignité à continuer de se battre, même quand cela semble impossible. » Élodie sentit des larmes lui brûler les yeux. J'étais sur le point d'abandonner ce jour-là. Je sais, moi aussi, de différentes manières, mais tous deux sur le point d'abandonner. Ils restèrent silencieux, les mains toujours entrelacées, le poids des histoires partagées créant un pont entre 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. « J'organise un pique-nique demain, » dit soudain Élodie. « Pour Léa au parc de la Tête d'Or. Rien de spécial, mais voudriez-vous venir ?» Son sourire fut une réponse suffisante. Le samedi s'est levé sous un bleu impossible, de ceux que Lyon réserve aux occasions spéciales. Léa a couru devant dès qu'elles sont arrivées au parc, criant aux canards comme s'ils étaient de vieux amis. Élodie a étendu la nappe à carreaux sous un arbre, vérifiant son portable pour la 3e fois. Quand Antoine est apparu, vêtu d'un jean et d'un t-shirt, la première fois qu'elle le voyait sans tenue formelle, il portait 2 paquets. Il a salué Léa d'une accolade que la fillette a rendue sans hésitation. « Joyeux anniversaire, princesse », a-t-il dit, en lui tendant les cadeaux. Le premier était un livre illustré sur le système solaire, avec des pages brillantes montrant planètes et étoiles. Le second a fait pousser à Léa un cri de joie, un télescope petit mais réel, pas un jouet. « Tu as dit que tu voulais voir les étoiles de près », a expliqué Antoine. « Maintenant, tu peux. » Ce n'étaient pas des cadeaux coûteux de centre commercial, de ceux qui impressionnent par leur prix. C'étaient des choix minutieux, des outils pour nourrir la curiosité d'une enfant qui avait l'univers entier à découvrir. Ils ont passé l'après-midi à nourrir les canards, à manger des sandwichs et les petits financiers qu'Élodie avait préparés au petit matin. Léa les faisait rire avec ses observations sur la façon dont les canards ressemblaient à des hommes d'affaires pressés et comment les nuages avaient la forme de dinosaures. Quand la fillette a couru vers l'aire de jeu, Antoine et Élodie sont restés assis côte à côte sur la nappe, la regardant jouer. « Tu fais un travail incroyable avec elle, » a dit Antoine. « Seul. Je n'ai pas eu le choix. Son père a décidé qu'il n'était pas prêt à être père quand elle avait 4 ans. Il n'est plus jamais apparu. C'est lui le perdant. » Élodie a souri tristement. « J'essaie de ne pas en dire du mal à Léa, mais c'est difficile d'expliquer l'abandon à un enfant. Tu n'as pas besoin. Tu lui montres chaque jour qu'elle est aimée, que ça vaut la peine de se battre pour elle. C'est ça qui compte. » Ils sont restés silencieux,
regardant Léa conquérir le sommet du toboggan avec une détermination de fer. « Élodie, a commencé Antoine, la voix prudente, je dois être honnête à propos de quelque chose. » Son cœur s'est emballé. « Quoi ? » « Je suis en train de tomber amoureux de toi. Ce n'était pas le plan, ce n'était pas professionnel, ce n'était pas... » Il a fait une pause, cherchant ses mots. « Ce n'était rien de ce que j'attendais en venant ici, mais c'est en train d'arriver. » Élodie s'est tournée pour le regarder, le soleil de l'après-midi doré sur son visage. « Je sais. Tu sais ? Parce que ça m'arrive aussi, a-t-elle avoué, et je suis terrifié. Pourquoi ? Parce que nous venons de mondes différents. Tu as un empire, tu voyages dans le monde entier, tu peux avoir n'importe qui. Je suis une mère célibataire endettée qui peinait à nourrir sa fille il y a 2 mois à peine. « Non, dit Antoine fermement, son visage entre ses mains. Tu es une femme brillante qui a survécu à l'impossible avec grâce. Tu es une mère qui ferait n'importe quoi pour sa fille. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et quant à ces mondes différents, peut-être est-il temps d'en construire un nouveau. Le nôtre. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Léa revint en courant, essoufflée et joyeuse. Elle s'arrêta en les voyant si proches, les mains d'Antoine encore sur le visage de sa mère. « Vous êtes amoureux ?» demanda-t-elle avec sa franchise dévastatrice habituelle. Antoine regarda Élodie, demandant une permission silencieuse. Elle acquiesça légèrement. « Nous sommes des amis très spéciaux, » répondit Antoine. « Est-ce que ça te convient ?» Léa inclina la tête, pensive. « Tu vas rendre ma maman heureuse ? J'essaierai chaque jour. Et tu ne partiras pas ? Parce que l'autre est parti. » Le cœur d'Élodie se serra un peu. Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur de Léa. « Je ne suis pas lui, et je ne vais nulle part, je te le promets. » Léa étudia son visage un long moment, puis tendit son petit doigt. « Promesse de petit doigt ?» Antoine entrelaça solennellement son petit doigt au sien. « Promesse de petit doigt. »« D'accord, alors, » déclara Léa. « On peut installer le télescope ce soir. Je veux voir Mars. » Ce soir-là, dans le petit appartement qui semblait désormais moins exigu, ils installèrent le télescope à la fenêtre du salon. La ville scintillait au-delà du verre, mais quelques étoiles têtues perçaient la pollution lumineuse. Élodie observa Antoine expliquer patiemment à Léa comment aligner la lentille, comment ajuster la mise au point, comment chercher les planètes parmi les étoiles. Elle vit sa fille absorber chaque mot, la langue entre les dents, en concentration absolue. « J'ai trouvé une planète !» s'écria soudain Léa. « Laisse-moi voir, » vérifia Antoine. « C'est Jupiter. Tu as trouvé Jupiter, princesse. » Tandis que les deux célébrèrent la découverte, Élodie sentit quelque chose changer en elle. Depuis 3 ans, vivre n'avait été que survivre, payer les factures, nourrir Léa, passer un jour de plus. Maintenant, pour la première fois, un futur tenait dans le verbe « planifier ». Il y avait une possibilité, de l'espoir, peut-être même de l'amour. Plus tard, avec Léa endormie, serrée contre son livre de planètes, Élodie et Antoine s'assirent, sur le petit balcon. La neige était retombée, un phénomène marquant qui rendait Lyon encore plus magique. « Merci, » dit Élodie simplement. « De quoi ? » « Pour être apparue dans ce restaurant, pour avoir vu au-delà de l'évidence, pour... » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Pour m'avoir rappelé que j'existe au-delà d'être une mère et une survivante. » Élodie, Antoine prit sa main. « Tu m'as sauvé aussi. Je fonctionnais, je ne vivais pas. Je bâtissais un empire que je n'avais personne avec qui partager. Toi et Léa m'avaient rappelé pourquoi ça vaut la peine de se lever le matin. Nous sommes un improbable trio, n'est-ce pas? Les meilleurs le sont toujours. » Ils restèrent là, observant la neige tomber sur la ville endormie, les mains entrelacées, le silence confortable de ceux qui avaient retrouvé un foyer l'un dans l'autre. Personne, ici, ne confondait la facilité avec le miracle. La vie avait été bien trop rude pour romantiser les choses. Élodie savait qu'il y aurait des défis, la différence sociale, les jugements, le fantôme du passé d'Antoine, ses propres insécurités. Mais elle savait aussi qu'elle avait survécu au pire. Et à présent, elle n'était plus seule. Le chemin à parcourir ne serait pas simple, mais pour la première fois depuis des années, Élodie désirait l'arpenter. Avec Léa tenant une main et Antoine l'autre, elle avait la force d'affronter tout ce qui viendrait. Car parfois, la vie accorde des secondes chances déguisées en coïncidence,
Une rencontre dans un restaurant, un plat partagé, une gentillesse inattendue, et deux âmes brisées qui, ensemble, découvrent qu'elles peuvent encore former un tout. La neige continuait de tomber sur Lyon, recouvrant la ville d'un manteau de possibilités blanches, pures, nouvelles, comme la page immaculée d'une histoire qui ne faisait que commencer.